Nous sommes très heureux d'abord d'accueillir Thomas Joly ce matin, qui va dialoguer avec vous tout à l'heure, dans 15 minutes. Mais auparavant, nous allons évoquer un sujet de dévoration, un sujet même de délectation pour les dramaturges, les artistes, les peintres, le cannibalisme. Alors le cannibalisme et non l'anthropophagie, puisque nous ne parlerons pas de ces pratiques de mendication de l'homme par l'homme, l'anthropophagie, mais plutôt de cannibalisme, c'est-à-dire l'histoire d'une fascination, d'un ensemble de discours sur en fait ce qui s'apparente davantage, disons ce qui s'apparente la plupart du temps à une fiction, le cannibalisme, c'est-à-dire une sorte de métaphore de notre rapport à l'autre, de notre rapport au monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mander Kilani, qui est anthropologue, professeur à l'université de Lausanne, qui a travaillé sur de très nombreux objets, de très nombreux terrain au cours de sa carrière. Il a étudié, par exemple, le tourisme dans les Alpes suisses, les mouvements socio-religieux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment les fameux cultes dits du cargo, mais aussi les systèmes hydrauliques dans les oasis du sud de la Tunisie, les rituels des masques au Burkina Faso. Et dernièrement, Mander Kilani a publié un livre important aux éditions du Seuil, intitulé « Du goût de l'autre ». Et il s'agit d'une anthropologie du cannibalisme où il réussit à dénaturaliser, à déconstruire un certain nombre d'évidences sur cette question fondamentale du cannibalisme. Voilà, je vous cède la parole pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais remercier mon collègue Lionel Obadia qui a pensé à moi pour ces rencontres. J'aimerais également, bien sûr, remercier Catherine Courtet, donc l'organisatrice de ces rencontres. Alors, le cannibalisme a de tout temps résisté à l'analyse. Parce qu'il semble se situer au-delà de l'acceptable, son explication a été sacrifiée au nom de l'horreur qu'il suscite et de la réprobation morale qu'il soulève. Le cannibalisme, comme on le voit dans cette gravure du XVIe siècle, c'est le plus souvent résumé à une fatalité monstrueuse, à une irrépressible nécessité ou, dans le meilleur des cas, à l'expression d'un rituel exotique ou archaïque. Pour aller vite, je dirais que ma démarche consiste à dépasser une approche étroite du phénomène, le cannibalisme considéré comme la mendication de l'homme par l'homme ou de la femme par la femme. C'est la définition stricte de l'anthropophagie, et de ce point de vue, on est au degré zéro de la description, donc ce n'est pas intéressant. Pour l'appréhender, donc, ce cannibalisme, à travers ses différentes dimensions, réelles et imaginaires, historiques et métaphoriques, rituelles et sauvages. Plus précisément, je postule que le cannibalisme est intéressant à penser en ce qu'il permet d'organiser, pratiquement et imaginairement, les réalités sociales, en ce qu'il a la capacité de configurer des modèles ou des antimodèles de l'humain auxquels les sociétés s'identifient ou au contraire desquels elles se défient. Bref, le cannibalisme est intéressant en ce qu'il contribue à la fabrication de l'humain. Alors, pour demeurer dans l'esprit du thème de ce matin, jeu d'équilibre, Dieu, pouvoir et sacrifice, je ne traiterai que d'un seul aspect du cannibalisme, celui qui aurait le pouvoir de créer la vie et d'instituer la mort, d'inventer l'ordre culturel et de précipiter sa destruction. Le cannibalisme est en effet à la fois le point de départ du monde et son nécessaire dépassement. Une tâche sans fin que l'incomplétude de l'humain assigne à la culture. Nous en avons une première illustration dans la figure védique de Prajapati, créateur du monde, qui décidait de manger tout ce qu'il produisait. Je cite, « C'est pourquoi celui qui connaît l'essence de l'infini devient le mangeur du monde, tout lui est nourriture. » Donc, c'est une citation tirée du texte védique. L'anthropologue Francis Huxley compare cette figure védique à celle du vautour charognard, héros culturel de la mythologie des Indiens Urubus d'Amazonie. Je le cite,
En mangeant de la charogne, le vautour devient une sorte de petit Prajapati, puisque tôt ou tard, tout finit par lui devenir nourriture. Le vautour passe pour avoir été le premier maître du feu, car le feu est avant tout vorace. Si le feu détruit, il crée aussi. Comme le soleil, il est source de vie. Isidore Ducasse dit le conte Lautréamont dans les Chants de Maldoror. Dans les Chants de Maldoror, donc de Lautréamont, le narrateur décrit sa terrible rencontre avec le créateur cannibale, qui dévore la créature qu'il fait naître. Je le cite, « Il tenait à la main le tronc pourri d'un homme mort et le portait alternativement des yeux au nez et du nez à la bouche. Une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait. » Dans son triomphe, le créateur, que Lautréamont appelle aussi Dieu, ou le Père Tout-Puissant, s'écriait quelquefois « Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire, je vous fais souffrir et c'est pour mon plaisir. » En révélant la vérité sur la nature divine, Lautréamont souligne le fantasme cannibalique qui sous-tend un pouvoir qui a droit de vie et de mort sur ces sujets. Le cannibale est comme Dieu. Dans son omnipotence, il a la capacité aussi bien de créer l'univers et l'ordre social que de le détruire en les ingurgitant. Et là, on peut faire un lien avec ce que Vinciane Perrienne tout à l'heure disait à propos de l'alternance des biens et des maux qui caractérise les humains. On pourrait dire aussi que cette alternance des biens et des maux caractérise également les dieux. Et de ce fait, peut-être, ils nous rendent responsables de nos actes. Pour continuer un peu sur cette construction de l'humain à travers le cannibalisme, je prends l'exemple du roman de Juan José Saer, un écrivain argentin, L'Ancêtre. Et dans ce roman, l'écrivain met également en scène cet état d'oscillation entre la vie et la mort, où l'acte de mondification est à la fois la condition pour exister et l'occasion pour faire mourir. Pour sortir de l'état d'indistinction dans lequel il se trouvait, donc ce peuple, les héros du romancier argentin se sont mis à manger les autres. Manger les étrangers, c'est témoigner enfin de sa propre existence. Mais cette victoire n'était cependant de loin pas acquise. L'anxiété de retomber dans l'état antérieur continuait à les tarauder. Il n'était pas sûr d'être suffisamment humain, d'avoir définitivement gagné ce statut. Il le savait, d'autant plus que derrière le désir de dévorer l'étranger, se tapissait le désir plus enfui de se manger soi-même. Pour retrouver, je cite Saer, pour retrouver le goût premier et ancien, il faisait un immense détour par l'extérieur. Autrement dit, construire son humanité n'est jamais un processus achevé et le danger de l'autodévoration, de l'indifférenciation guette toujours. Cette confusion primordiale dans laquelle vivaient les héros de Saer nous rappelle la béance, le chaos des Grecs. Et là, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Vernant, qui n'est pas là, mais sous le contrôle de Vinciane Perrienne, qui est ici aujourd'hui. Donc, la béance, ce vide obscur où rien ne peut être distingué, et au fond duquel, selon Jean-Pierre Vernon, on est happé comme par l'ouverture d'une gueule immense où tout serait englouti dans une même nuit indistincte. C'est au sein de la béance que surgit Gaïa, la terre, et que de terre jaillit Uranos ou ciel. Mais comme ciel ne se dégage jamais de terre, Cronos, fils d'Uranos et de Gaïa, accepte de châtrer son père, réalisant une étape fondamentale dans la naissance du cosmos. En agissant ainsi, Cronos a débloqué l'univers, créé l'espace, donné naissance à un monde différencié organisé. Mais cet acte positif ne suffira pas à instaurer définitivement l'univers. En effet, à son tour, Cronos, dès qu'il a un enfant, il l'avale, il le dévore, il le met dans son ventre. Là, on voit une représentation justement de Cronos et Rhea qui lui présente la pierre en fait, pour sauver Zeus.
Donc ce même Cronos qui, chez les Romains, Cronos a été identifié au dieu romain, donc Saturne, qui mange ses enfants, et là, bien sûr, c'est la fameuse représentation de Goya. Ainsi, la culture et les dieux qui en émanent, où qu'ils soient, cette culture et ces dieux, ils sont liés fondamentalement au cannibalisme. La culture, comme le cannibalisme, détruisent et construisent dans le même mouvement. Plus précisément, le cannibalisme serait un opérateur symbolique qui permet d'articuler l'organisé et l'inorganisé, l'ordre et le désordre, le cosmos et le chaos, l'identité et l'altérité. Là, on a une image du graveur, le fameux graveur de Brie et ses enfants, donc des récits de voyage, les premiers récits de voyage de la Renaissance. Et là, il se base notamment sur Jean de Léry, bien sûr, et puis aussi à partir du récit aussi de Staden, nu, féroce et cannibale. C'est le sens de la tragédie cannibale, mise en scène et vécue par les Tupinambas du Brésil, telle qu'elle a été observée dès la fin du XVIe siècle. Alors, le sens profond d'un tel drame réside dans la dialectique qui s'instaure entre soi et l'autre. L'identité du moi, Tupinamba, est incomplète et réclame un complément d'altérité. Prêtons attention à la manière dont le prisonnier s'adresse à son bourreau. J'ai moi-même, vaillant que je suis, premièrement ainsi lié et garrotté vos parents. Puis, s'exaltant toujours de plus en plus, il dira à l'un: j'ai mangé ton père, à l'autre, j'ai assommé et boucané tes frères. Bref, ajoutera-t-il, j'ai en général tant mangé d'hommes et de femmes, voire des enfants de vous autres, Tupinambous, lesquels j'ai pris en guerre, que je n'en saurais dire le nombre. Face à lui, le préposé à l'exécution s'approche et lui dit: toi, étant maintenant en notre puissance, sera présentement tué par moi, puis boucané et mangé de tous les autres. Alors le prisonnier rétorque: eh bien, répond-il encore, mes parents me vengeront aussi. Le cannibalisme des Tupinambas, une autre gravure de Debris, où il met en scène Staden. Donc, au fond, c'est l'observateur quasiment en action, enfin, le participant, enfin, il fait de la participation-observation, comme on dit en anthropologie. Bon, il a pu se sauver finalement, et donc il a pu témoigner de cet acte, mais en général, on y passe. Donc, le cannibalisme des Tupinambas ne garde pas intactes et séparées deux unités. Il les implique dans une relation permanente et sans fin. L'altérité de l'un s'installe au cœur même de l'identité de l'autre. Derrière la joyeuse indifférence des captifs face à la mort, surgit le véritable sens de l'exécution et de la dévoration de l'ennemi. Par l'intermédiaire de sa chair, on retrouve le goût de la chair de ses ancêtres. C'est le sens de la chanson du prisonnier que rapporte Montaigne dans ses essais et le fameux passage donc, des cannibales. Ces muscles, dit-il, donc en fait, il a écrit, ou il a réinventé à partir des prisonniers, enfin, ou des Indiens qui ont été amenés en France, et notamment à Rouen, pour être montrés au roi. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres folles, que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. C'est ce que l'anthropologue Viveiros de Castro appelle la métaphysique de la prédation, qui consiste en une relation où le je est déterminé en tant qu'autre par l'acte d'incorporation de cet autre, qui à son tour devient un je, mais toujours dans l'autre, littéralement à travers l'autre. En étendant au cannibalisme ce que dit Paul Ricoeur à propos de l'amitié, on pourrait prétendre que, comme les amis, les cannibales s'approuvent mutuellement d'exister. L'individu ou le cannibale privé d'approbation est comme n'existant pas. Il y a de l'amitié et une promesse de réciprocité dans le cannibalisme. Mange-moi, tu seras mangé à ton tour. C'est dans ce sens-là que j'aimerais faire très rapidement, il y aura certainement une discussion bien sûr après, autour de Thieste, de la pièce de Thieste. De ce point de vue, dans Thieste, il y a l'usage du terme sauvage cannibale, mais en fait ce sont des termes, du XVIe.
et notamment cannibale. C'est après le premier voyage de Colomb que ce terme a été composé à partir de l'altération de caribal, carib, canis, mangeur d'hommes. Enfin, il y a une association. Donc, en fait, c'est le cannibalisme, au fond, plutôt un terme qui a inauguré notre modernité, hein, et qui est fondé sur le malentendu culturel, à savoir, justement, cette relation où le cannibalisme devient une accusation. Bon, mais enfin, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste pour dire, en fait, que le cannibalisme me permet, comme métaphore, justement, d'éclairer des processus de violence qui ne relèvent pas du cannibalisme tel que je viens de l'exposer. Parce que, finalement, le cannibalisme renvoie toujours à une situation d'équilibre, de déséquilibre dynamique. Hein. On se retrouve toujours dans le cannibalisme. On a été mangé aujourd'hui, mais nos proches mangeront ce que nous ont mangé. Donc, c'est pour cela que en référant à Thiès et en référant donc à la vengeance terrible d'Atrée sur son frère et ses enfants, je parlerai plutôt de violence extrême. Et alors, par exemple, justement, Atrée dit, au fond, un seul crime, ce n'est pas assez. On peut garder une mesure dans le crime, jamais dans la vengeance. Là, on n'est pas dans le cannibalisme. Le cannibalisme suppose de la réciprocité et au fond et suppose un profit symbolique à petite dose. On a toujours besoin de celui qu'on mange pour qu'il puisse nous manger et continuer la relation. Alors que dans la violence extrême, c'est plutôt une relation de destruction systématique et de ce point de vue-là, on est plutôt d'ailleurs du côté de Sade qui a le premier, selon moi, théorisé ou exprimé l'idée moderne de la destruction, hein, l'idée moderne de l'extermination sans reste, c'est-à-dire où on va essayer de tirer un profit symbolique sans reste en tuant l'ennemi et en le tuant indéfiniment. Alors je cite rapidement Sade, remplace l'idée voluptueuse qui t'étouffe la tête, cette idée d'une prolongation de supplice sur le même objet, remplace-la par une plus grande abondance de meurtres. Ne tue pas plus longtemps un même individu, ce qui se passe dans le cannibalisme, hein, ce qui est impossible, mais assassine-en beaucoup d'autres, ce qui est très faisable. Est-il rien de mesquin que de te borner à 6 victimes par semaine? Donc voilà, en fait, c'était juste un clin d'œil à Thieste. On pourra revenir tout à l'heure pour en discuter. Donc, ne pas manger l'autre, comme ne pas avoir d'amitié pour lui, serait faire preuve d'un narcissisme extrême. Dans l'absence d'un autre reconnaissable, le moi se dévorerait lui-même. Dans le cannibalisme, comme dans l'amitié, il faudrait que le moi ou l'image de soi réfléchisse une autre image. Autrement dit, le cannibalisme exprime une dialectique de soi et de l'autre, un fragile équilibre entre le proche et le lointain. Il ne faut manger ni épouser trop près. C'est le tabou de l'inceste et du cannibalisme qui mène à la destruction de soi et de l'autre. Ni manger ou épouser trop loin. C'est le risque de la dissolution dans l'indifférent et dans l'indistinct. Il en est ainsi de l'amour dévorant qui peut se transformer en une haine destructrice, en une vengeance dévorante. Tel est le destin du corps mangé, ce récit du Moyen-Âge. Et là aussi, je parle sous le contrôle de Patrick Boucheron, donc le prochain orateur. Le corps mangé, ce récit du Moyen-Âge qui raconte l'histoire d'un mari ou de plusieurs maris jaloux qui se vengent de leur femme adultère en leur donnant à consommer à leur insu le cœur ou le pénis de leurs amants. Dans le cœur siège à la fois du courage et de la vaillance, de l'amour et de la fidélité. Gît également un sombre cannibalisme originel, nous apprend Milad Douaihi, auteur de Histoire perverse du corps humain. En effet, ce cœur que l'on ne peut manger, sous peine de tuer la vie dont il est la source, mais que l'on doit manger dans le but de s'incorporer la force vitale qu'il habite, est l'opérateur entre le sexe, ou l'amour, la transgression, ou l'adultère, et la mort, l'ingestion cannibale. C'est ainsi que dans l'allée d'Ignore, ou d'Ignore, je ne sais pas comment prononcer, donc je ne suis pas un médiéviste, mais donc ce récit de l'époque, l'un des maris trompés s'exclame face à l'épouse infidèle qui s'inquiète du sort réservé à l'amant. « Madame, qui étiez le prêtre, vous avez été sa maîtresse.
voilà que vous avez mangé l'objet de votre grand désir, qui vous plaisait tant, car vous ne souhaitez rien d'autre. Pour finir, on vous l'a servi. Le paradoxe est qu'en donnant à manger le cœur et le pénis du chevalier amant de leur dame, les maris les mettent définitivement en lien. Grâce au repas cannibale, et comme dans une sorte de transsubstantiation, en écho à la scène christique, ils consacrent leur union. Mais par ailleurs, ce cannibalisme de vengeance atteint quand même son but, dans la mesure où la punition, qui réunit dans la mort le mangé et le mangeur, donc les épouses en effet jurèrent de ne plus se sustenter quand elles découvrirent qu'elles avaient dévoré l'organe de leur amant, ce cannibalisme donc sanctionne un lien qui était exclu par les bonnes mœurs, celui du cœur et du sexe de l'amant avec le corps et le cœur des épouses infidèles. Alors pour terminer, on pourrait dire que ce thème de l'amour, de l'infidélité et de la vengeance cannibale, et là bien sûr je vais très très vite, hein, donc c'est vraiment des raccourcis, donc ce thème demeure contemporain, comme en témoigne le film de Peter Greenaway, Le cuisinier, le voleur, la femme et son amant, sorti en 1989. Ici, c'est la femme adultère, victime de la maltraitance du mari, de surcroît meurtrier de son amant, qui prend sa revanche en le lui faisant manger, après l'avoir apprêté avec l'aide du cuisinier. C'est Richard Borringer qui joue le rôle du cuisinier, compatissant au malheur de la jeune femme. Alors voilà ce que dit l'épouse et la maîtresse. Ce n'est pas le Seigneur Dieu, Albert, c'est Mike, mon amant. Tu avais juré de le tuer, tu l'as tué. Et tu avais juré de le manger, alors mange-le. Qu'est-ce qui ne va pas, Albert? Tu as un couteau et une fourchette, tu sais t'en servir. Eh bien, ces manières de table que tu as apprises avec tant de soin, seraient-elles tombées dans le ruisseau? Voilà, je vous remercie. Évidemment, un immense plaisir d'accueillir Thomas Joly ce matin. Il fait partie de nos invités pour lesquels on n'est jamais complètement sûr que ce soit vraiment nécessaire de le présenter, mais malgré tout. Donc Thomas Joly est acteur, metteur en scène de théâtre, mais également d'opéra depuis 2016, avec sa compagnie qu'il fonde au milieu des années 2000, la Piccola Familia. Il monte en 2014 la vaste fresque shakespearienne d'Henri VI dans une mise en scène incroyablement jouissive. L'année suivante, Richard III. Puis en 2016, ce feuilleton chronique ici à Avignon sur l'histoire à la fois passée et prospective du Festival d'Avignon. Et puis, bien sûr, cette année, il présente dans la cour d'honneur un Tieste saisissant, dans la très belle traduction de Florence Dupont. Alors, Tieste, tragédie du tabou et de la cruauté, s'il en est, vengeance disproportionnée, cannibalisme familial, jouissance sadique, volonté de puissance. C'est l'occasion, me semble-t-il, pour toi de prolonger ce qui constitue une véritable ligne de force puissante dans ton travail de création, à savoir cette exploration qui est à la fois anthropologique, historique, théâtrale sur le mal. Quel théâtre donner à la monstruosité, quel récit également faire de la monstruosité, qui est une question à laquelle tu apportes dans chacune de tes mises en scène, et dans Tieste en particulier, une réponse avec un sens aigu et un art absolument virtuose de la fête théâtrale, dans cette sorte de paradoxe, et de déploiement spectaculaire. Alors peut-être une première question, et en écho avec ce qu'on vient d'entendre, évidemment, en écho aussi avec cette question
de la règle et du jeu qui nous intéresse. On a avec Tieste ce cas très particulier à la fois d'une vengeance et d'un acte cannibale extrêmement ritualisé. Le messager parle de l'ordre, des lois, de la règle du sacrifice dans le démembrement, d'un côté, et puis de l'autre côté, évidemment, ce basculement dans la démesure. Je veux la démesure. Tu prononces avec, voilà, avec une force singulière. Donc du côté de l'anomie totale, ce que dit aussi Mégère au début sur cette transgression de tout interdit. Donc ça m'intéresserait de savoir la manière dont tu as abordé finalement cette tension, dont tu l'as abordée aussi en termes de spectacularité, cette tension entre le rituel et la transgression, ce jeu d'équilibre. Ben oui, évidemment. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Et merci pour cet exposé. L'équilibre, oui, il est au centre de la pièce. D'ailleurs, le titre de ce matin va parfaitement, et du coup, voilà, je vais essayer d'être concis parce qu'il y a énormément de choses à dire. Si il y a cette pièce, c'est parce qu'au départ, il y a un déséquilibre. Le déséquilibre des deux frères jumeaux qui ne sont plus à égalité puisque Atrée lui-même n'existe plus. C'est pour ça que la vengeance n'est pas forcément disproportionnée. Alors elle est disproportionnée évidemment parce qu'un adultère et un vol de couronne, nous aujourd'hui on se dit non, on va pas tuer des enfants et les faire manger à son frère juste parce qu'il y a eu ça, mais c'est plus grand que ça, c'est plus élevé que ça. Atrée n'existe pas, et il le dit, puisque tout ce qui constitue à la fois son pouvoir mais aussi son identité, son statut de père, son statut de mari, son statut de roi, tout ça a été balayé par son frère, et il fait cette petite liste assez terrifiante pour lui. Aujourd'hui, à cause de lui et de ses machinations, j'ai tout perdu de l'héritage paternel. Ma femme est une putain, mon pouvoir est branlant, ma légitimité douteuse, ma maison est malade, ma descendance, surtout, suspecte. Sur quelle certitude puis-je encore compter? Je ne vais pas vous faire toute la pièce, ne vous inquiétez pas. Il ne m'en reste qu'une, j'ai un ennemi sûr, mon frère. À partir de là, il cherche à se venger, mais surtout à rétablir un équilibre avec son frère. Et l'idée lui vient, c'est-à-dire que c'est pas lui qui le décide, c'est pas lui qui la conçoit, c'est Philomèle et Procné, les deux sœurs dont l'une a été violée par le mari de l'autre, puis la langue coupée et enfermée dans une bergerie qui, en tissant avec la laine des moutons, va pouvoir envoyer une tapisserie à sa sœur pour que sa sœur vienne la chercher, et sa sœur va donc se venger, son autre sœur en tuant l'enfant qu'elle a avec ce mari qui a donc violé sa sœur et lui faire manger. Et donc c'est le premier banquet cannibale de la mythologie, enfin après celui de Cronos évidemment, et du coup il décide d'invoquer ses deux sœurs pour lui donner le courage d'une idée. Mais d'ailleurs il dit je ne sais pas ce que c'est trop grand, c'est en train d'arriver, ça va très loin, ce n'est plus une aventure humaine, etc., etc. Donc il trouve cette idée. Il a cette idée, elle lui vient. Il faut dire aussi que dans ce monde de romain, les personnages sont sans cesse mus par des signes à la fois extérieurs et intérieurs. D'ailleurs, nous, en répétition, on ne parlait même pas de personnages, on parlait d'organismes, comme une huître. C'est-à-dire, quand on met du citron sur l'huître, elle se... Voilà, bon. C'était la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction psychologique, il n'y a pas de construction de personnages tels que nous, on l'apprend dans les classes de théâtre. C'est plutôt un corps, une voix... soumise à des signes extérieurs et intérieurs aussi, parce que les organes et les membres bougent. Bon, bref, du coup, il décide de faire il a ce projet, ce qu'il fait, Atrée, au-delà de se venger, c'est qu'il veut simplement remonter le temps et retrouver l'égalité, donc l'équilibre avec son frère, en lui faisant réingurgiter ses enfants, puisque Tieste... il le dit à la fin, les enfants ne sont pas morts, ils n'ont plus de tête et plus de mains, puisqu'ils sont sur le plateau, mais ils sont encore vivants dans le ventre de leur frère. C'est-à-dire que Tieste, en fait, est enceint de ses fils, qui sont vivants dans son corps de toute éternité. Ainsi, Atrée, qui a des fils, mais il a même nommé Ménélas, mais il ne sait même pas si ce sont les siens, Atrée et Tieste, à la fin, sont rééquilibrés. Ils sont tous les deux sans femme, sans enfants. Ils sont redevenus jumeaux,
en fait, partageant la couronne, et ils sont redevenus jumeaux. Ça, c'est le premier grand déséquilibre, et c'est pour ça que la vengeance, elle n'est pas... Alors, c'est là-dessus que moi, je me suis basé pour construire le personnage en tant qu'acteur et avec les partenaires sur le plateau. C'est qu'il n'y a pas de... Il y a simplement un... Comment dire ? Une volonté de rétablissement, mais il n'y a pas de... C'est pas quelqu'un à construire sur la vilainie, la méchanceté. C'est pas un monstre comme Richard. Mais on pourrait encore parler de Richard III sur un autre... c'est pas très éloigné, mais c'est plus... Disons, c'est déjà plus empreint d'intériorité chez Richard. Attré, non. Ça, c'est le premier truc sur l'équilibre. Le deuxième, c'est l'équilibre. Alors là, je suis pas le spécialiste, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire et ce dont j'ai pu parler avec Florence Dupont. C'est l'équilibre de la société. Comment est-ce que la société romaine est régie ? Eh bien, elle est régie dans ce fonctionnement religieux, parce que la religion est un fonctionnement, n'est pas une croyance, c'est plutôt un fonctionnement entre être humain et Dieu. Et ce fonctionnement est régi par le sacrifice animal. Et tout est partagé, voilà, entre Dieu et êtres humains. Mais ce que fait Atrée, et c'est là où il plonge vraiment le monde dans un déséquilibre, c'est qu'il corrompt ce système établi entre humain et Dieu. Il le corrompt en remplaçant la viande sacrificielle, enfin le sacrifice rituel, il remplace la viande animale par de la viande humaine. Mais il le dit, enfin, le messager le raconte, les dieux agréent les victimes. Les dieux sont trompés par Atrée, donc ils ne sont pas si omniscients que ça, puisque la longue description des organes n'est pas simplement pour nous faire avoir mal au ventre ou nous écœurer de la part de Sénèque, c'est vraiment le rituel de constater que les organes sont en forme, bien constitués. On a même retrouvé il existe des tablettes avec des tablettes en pierre où on posait les organes pour vérifier leur grosseur, etc. Enfin voilà. Et si tout se passait bien, si les organes étaient bien constitués, etc. Si quelqu'un en sait plus là-dessus que moi, il peut y aller. Hein. Et comme tout le rituel est parfaitement établi et parfaitement exécuté par Atrée, très méticuleusement, les rubans rouges de la mort, la farine salée, le couteau le long du dos, etc. Du coup, à cause de ça, les dieux sont trompés et reçoivent cette fumée et ce sang, la fumée pour en haut et le sang pour en bas, humain, et donc fuient. Ainsi, le monde est corrompu, le système et l'équilibre du monde est corrompu, et c'est pour ça que Florence Dupont choisit le mot d'attentat et de crime contre l'humanité, parce que ça va au-delà de sa vengeance va au-delà de leur petite histoire. Elle va emporter le monde tel qu'il existait jusqu'à présent dans un avenir incertain, puisque le soleil même refuse de se lever. Voilà aussi un autre point sur le déséquilibre, parce que et c'est ça qu'il faut, à mon avis, là-dessus qu'il faut être vigilant quand on monte ce type de pièce, et qu'on garde, comme j'ai choisi de le faire, la mythologie, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de recontextualiser, parce qu'on est vraiment dans une symbolique, dans la mythologie qui nous permet à nous, après, de projeter tout ce qu'on veut des règlements ou des déséquilibres qui peuvent advenir. Mais effectivement, le texte et le mot d'attentat me semblent tout à fait pertinents, puisque, ou de crime contre l'humanité également, après ces atrocités, le monde n'est plus le même et nous ne vivons plus avant. Nous ne vivons plus après comme nous vivions avant. C'est bien là que l'équilibre est rompu. Voilà. Sur la question cannibale, détruire et construire grâce à cet acte, ça me parle aussi, puisque, comme je le disais, Atrée redevient l'égal de son frère, et son frère redevient l'égal de lui-même, et surtout, c'est là où c'est vraiment passionnant, c'est que, je ne sais pas si vous avez saisi la fin, mais on est quand même au 1er siècle après Jésus-Christ, et il y a un twist de dingue à la fin du spectacle, comme on en ferait aujourd'hui au cinéma ou dans les séries ou dans les romans, c'est que finalement, Thyeste a eu la même idée qu'Atrée, mais n'a pas eu le temps, ou en tout cas a été devancé pour le faire. Ça veut dire que la gémellité, parce que c'est aussi une tragédie de la fraternité, je te fais manger tes enfants qui sont finalement aussi les miens, puisque tu es mon jumeau, et que nous avons la même femme au final, puisque cette femme est allée de l'un à l'autre. Donc finalement, nous auto-mangeons, tu es moi, je suis toi. Enfin, c'est vraiment une tragédie de la réciprocité, de la fraternité. Et Thyeste ne l'a pas fait, puisqu'il le seul doute qu'il a eu, c'est que Agamemnon et Ménélas
puisse être, on ne sait pas, hein, si ce sont les enfants de Tieste ou d'Atrée, mais comme il a cru potentiellement que c'était ses propres enfants, il s'est arrêté là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'atrocité d'Atrée, elle est en fait, celle de Tieste est équivalente, même si ce n'est pas lui. Là, pour le coup, il a perdu, hein, c'est la victime. D'ailleurs, il se vengera derrière, hein, en violant sa propre fille, Pélopia. C'est l'oracle, hein, qui lui demande de faire ça. En violant sa fille, Pélopia, pour concevoir Égiste. Et après, tout ça va continuer dans toutes ces atrocités. Mais donc, ça veut dire que finalement, l'équilibre, il est aussi dans la réciprocité. C'est-à-dire que l'un n'est pas pire que l'autre. Et nous sommes face à deux monstres, finalement. Alors, par rapport à ça, justement, et par rapport à cette réciprocité et cette sorte finalement, d'histoire cyclique de la violence que, évidemment, la pièce dramatise de manière très forte, tu choisis cet infléchissement final qui est la projection du texte de la colère de Sénèque, qui ouvre, évidemment, un espace de salut, un échappatoire possible, en tout cas qui ouvre un espace pour cette responsabilité humaine qu'évoquait tout à l'heure Vincent Pirenne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet appel à l'indulgence mutuelle? L'indulgence mutuelle, c'est une idée. La tragédie a de violent, parce qu'on parle d'infanticide, de cannibalisme, mais la vraie violence de la tragédie, c'est qu'elle nous laisse dans les ténèbres, tous, et qu'elle n'offre pas de solution, et que même elle pose un problème sans nous donner l'issue, sans nous permettre le salut de régler moralement l'histoire. Donc du coup, la vraie violence de la tragédie, c'est ça, et c'est ça que j'avais très envie d'explorer. Comment est-ce que on arrive au bout du bout de l'impasse tragique, avec en plus cette tragédie particulièrement parce que c'est une tragédie de la fraternité. On n'est pas entre deux camps, deux pays. C'est pas tellement un problème politique, c'est vraiment un problème qui est au creux du sang même, de ce sang vicié par l'aïeul Tantale et bien avant aussi Chronos. Donc du coup, je voulais qu'on reste dans le noir. Je voulais qu'on ait cette violence-là. Et c'était d'ailleurs la volonté des Romains, parce que les Romains venaient pour un consensus passionnel, venaient pleurer ensemble, connaissaient l'histoire par cœur, et l'idée, le plaisir était de voir comment l'auteur, sur cette histoire, et prenons l'équivalent aujourd'hui de, je sais pas, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, le petit poucet, comment est-ce que l'auteur reprend l'histoire et la retricote et lui en fait des variations, un plaisir de la variation. Donc, à la fin des tragédies, excusez-moi, arrivaient deux acteurs comiques qui venaient faire des sketchs. Et au premier rire général de l'Assemblée, on pouvait interrompre la représentation. Voilà, le spectacle était terminé, le rituel était accompli, mais on ne pouvait pas repartir. Il ne fallait surtout pas repartir avec cette espèce de sensation moody un peu, quand on n'est pas bien, quand on va voir un film au cinéma et on est pendant 2 heures un peu, voilà, il ne fallait absolument pas repartir comme ça. Pourquoi? Parce que c'était dangereux, parce qu'on pouvait tomber malade, etc. Vitruve disait que la tragédie rentrait par le fondement et traversait comme ça les spectateurs à cause des caisses de résonance qu'il y avait sous les sièges pour la voix. D'ailleurs, la cour d'honneur, ce qui est quand même assez joli, c'est que sous chaque siège, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une petite enceinte de 20 watts qui, en fait, reprend exactement, mais de manière technologique, enfin un peu plus technologique, la question de l'acoustique en extérieur des théâtres romains, même s'il y avait 17 000 personnes dans ces théâtres et aujourd'hui beaucoup moins. Donc il fallait trouver le moyen d'arrêter, de couper ce flot lacrymal, de couper cette humeur née de la tragédie. Donc les acteurs comiques rentraient, faisaient donc ces sketchs et continuaient jusqu'à ce que tout le monde rigole et qu'enfin on puisse interrompre la représentation. Donc là, on a eu cette idée, hein. On s'est dit, bon, si on faisait venir un acteur comique, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis dit, personne va comprendre mon truc, là. Personne va picher ce que je veux faire. Et surtout, pour l'acteur en question ou les acteurs en question, on n'avait aucune possibilité de tester avec un public avant. Et je me suis dit, je ne peux pas envoyer 2 acteurs se prendre le mur, 2000 personnes, se prendre des bides pendant 2 heures, parce que tant que les gens rient pas, on n'arrête pas. Donc, vous voyez, bon... Je me suis dit, bon, on part pas là-dedans, ça va pas marcher. Et en lisant De la colère,
je trouve cette phrase, enfin ce texte de Sénèque qui propose une solution, et je trouvais ça assez... alors c'est une solution philosophique, c'est une solution... Est-ce que c'est pas concret, hein, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, l'idée de partir de l'acceptation de l'autre en partant de son acceptation monstrueuse à soi permettait simplement de se dire que peut-être que, voilà, mauvais parmi les mauvais, on pouvait ensemble établir la paix avec l'indulgence mutuelle. Et que, parce que moi, c'est une chose qui me chagrine, et puis que je n'arrive pas à comprendre, mais je pense que personne n'a jamais compris, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre cette vérité que dit le théâtre à chaque fois qu'un rideau se lève, que nous sommes tous vivants au même endroit en même temps. C'est assez dingue. C'est comme dire, je sais pas moi, le ciel est bleu, les feuilles en été sont vertes, le soleil brille, enfin des vérités toutes bêtes. Et c'est comme si on cherche toujours un échappatoire violent, barbare, pressurisant à cet échappatoire, enfin à cette réalité-là que nous sommes tous vivants au même endroit en même temps, tant que nous y sommes. Donc peut-être que la question du vivre ensemble, elle passe aussi, pourquoi pas, par cette idée d'indulgence mutuelle. Alors avant, pour continuer cet entre-là et ce dialogue entre paroles de l'artiste et paroles du chercheur, peut-être une réaction à tout cela, Monder Kilani, avant de passer la parole à Patrick Boucheron. Oui, rapidement. En fait, en partant peut-être de la formule de Sénèque qui conclut le spectacle, on pourrait dire en fait quelque part que c'est un vœu pieux, enfin, ou que c'est du politiquement correct, peut-être pour l'époque, dans le sens en fait où il ne saisit pas la tragédie ou la structure profonde qu'il y a derrière cette tragédie. À savoir, là j'ai essayé un peu de remonter et puis de suivre un peu votre raisonnement, et j'ai trouvé qu'il y avait un élément extrêmement important dans la pièce, c'est la question du statut de la gémellité. Et au-delà du statut de la gémellité, la question de l'identité dans la tradition grecque, ou pour faire vraiment très vite, occidentale, disons. Et là, je cite très rapidement un texte de Claude Lévi-Strauss, l'histoire de Lynx, et où il y a un passage où il fait un parallèle entre la conception de la gémellité dans la tradition, enfin, là aussi, quand on dit occidentale, c'est un gros mot, enfin, donc celle qui s'est imposée à un certain moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre lecture. En Occident, c'est justement la conception de l'égalité absolue, hein, entre les jumeaux, hein, de l'identité absolue. Et alors que dans d'autres traditions, et notamment même la tradition indo-européenne, en fait, on avait une conception plutôt de l'asymétrie. Donc il n'y a pas d'égalité absolue entre les jumeaux, on ne cherche pas une identité absolue, il y a une complémentarité dans l'asymétrie. Et cela pourrait peut-être expliquer ce qui s'est passé entre Atrée et Thyeste. En fait, un seul pouvait sortir vainqueur, finalement. Hein. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que Atrée a construit toute une approche, toute une ruse, en fait, pour pouvoir sacrifier les enfants de son frère, le faire manger. En fait, le but, c'était vraiment l'annihilation. Donc, on est dans la rivalité mimétique, si on peut faire référence à Ricoeur. À savoir, en fait, que les frères, dans une conception strictement de l'identité, finissent toujours par s'entretuer. Alors que, justement, dans le cannibalisme tel que j'ai essayé un peu de le mettre en évidence, le cannibalisme rituel des Tupinamba, mais pas seulement, enfin, on est plutôt dans la symétrie, et on accepte la différence, et on sait que cette différence va, d'une façon ou d'une autre, s'équilibrer à un certain moment. Donc, en fait, c'est une conception du monde qui a derrière Thyeste et Atrée qui débouche sur une forme de destruction systématique. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, je me suis permis de citer la violence extrême et de citer Sade. Donc, on est au-delà vraiment du cri, on est au-delà de la vengeance, parce qu'il y a du cannibalisme de vengeance. Mais ce cannibalisme permet justement de revenir en arrière. Il n'y a plus aucune réversibilité. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire une destruction systématique du frère jumeau. Et donc, on est au fond dans le génocide, on peut dire. Vraiment, c'est une figure peut-être métaphorique, mais enfin individuelle ou à petite échelle, mais c'est la figure du génocide tel que nous le vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que votre pièce est vraiment d'actualité. C'est-à-dire on peut la lire aujourd'hui comme l'expression
de la violence systématique où l'ami, une fois qu'il n'est plus ami, il ne redevient plus ami, il est définitivement ennemi. Et c'est un peu, au fond, la guerre totale que nous connaissons, et notamment à travers les guerres américaines, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Alors, si tu es d'accord, Thomas, pour réserver ta réponse ou ton commentaire pour la suite de la discussion, pour que nous passions. Donc, merci beaucoup pour cette première session de dialogue. Et je laisse la parole à Pierre pour présenter Patrick. Merci. Alors oui, cette pièce de Sénèque est très peu jouée aujourd'hui, alors que dans l'Antiquité, eh bien, c'était une des pièces les plus jouées, les plus populaires des scènes romaines. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être ce dont nous allons parler, je ne sais pas, dans quelques instants. Ce mythe de Thyeste a été convoqué par les païens dès le IIe siècle de notre ère pour critiquer le christianisme et notamment pour stigmatiser l'Eucharistie. Ce dont va nous parler Patrick Boucheron, eh bien, c'est de la confrontation sans doute de deux modèles. D'un côté, le modèle eucharistique chrétien, et de l'autre, la dévoration politique, en se demandant sans doute s'il n'existe pas une parenté entre ces deux paradigmes. Donc, est-il besoin de présenter Patrick Boucheron? Il est professeur au Collège de France, médiéviste, spécialiste de l'histoire urbaine et politique de l'Italie médiévale. Il a beaucoup travaillé sur l'écriture de l'histoire, sur l'épistémologie de cette discipline, publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Léonard et Machiavel, L'Entretemps, l'histoire mondiale de la France. Et je lui cède immédiatement la parole pour 15 minutes. Merci Pierre, bonjour à tous et merci de cette invitation qui m'honore, qui moi aussi m'intimide, parce que parler après tant de sauvagerie et surtout tenter de comprendre pourquoi elle nous regarde, pourquoi en tant que médiéviste je ne dois pas faire profession de l'assagir ou de la discipliner, mais au contraire d'essayer de comprendre comment à travers cette gémellité également asymétrique entre la société eucharistique et le pouvoir cannibale dont je vais tenter de vous entretenir, comment d'une certaine manière l'ensauvagement de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire ces atrocités, nous concerne, nous regarde aujourd'hui et nous regarde en tant que nous sommes gouvernés et en tant que nous travaillons à ne plus tellement l'être, c'est-à-dire d'une certaine manière comment toute cette histoire est une histoire de pouvoir et qu'elle commence quelque part, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, c'est ainsi, disons, entre l'époque médiévale et l'époque dite moderne. Pour commencer cette histoire, on pourrait très bien la commencer simplement au moment où, en 1534, avec le fameuse affaire des placards, vous savez, qui sont donc affichés sur la chambre du roi François Ier et qui mettent en cause ce qui va véritablement être la déchirure de la chrétienté, c'est-à-dire la croyance ou pas dans le mystère eucharistique, comment d'une certaine manière se mettent en danger, se mettent à l'épreuve, ce qui est, je vais tenter sinon de le montrer, du moins de le suggérer, la métaphore rectrice de toute société chrétienne, c'est-à-dire le mystère eucharistique en tant qu'il fonde toute idée de représentation, à la fois de représentation au sens de figuration visuelle, ce que effectivement nous allons appeler la peinture, le théâtre et tous les arts, mais aussi la délégation des pouvoirs, la représentation en tant que puissance politique. Et tout est déchiré à partir du moment où certains, qu'on va appeler les protestants, n'y croient plus, ne croient plus à ce mystère eucharistique et vont même dire que ça les dégoûte. Et que ça les dégoûte parce que c'est une forme de cannibalisme. Et là, effectivement, le festin de Thyeste revient comme terrible accusation. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la réforme, ce n'est pas deux opinions qui s'affrontent, ce n'est pas seulement deux doctrines, mais c'est au fond deux affects. Les uns pensent que la communion, ce sont de délicieuses agapes, les autres, un dégoûtant festin cannibale, qui les fait littéralement vomir. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est important et qu'il faut comprendre. C'est-à-dire comment la communion a pu être
conçu comme, et ça c'est le cas effectivement du théâtre qui d'Agrippa d'Aubigné à Shakespeare, évidemment, cette hantise de la dévoration de la chair humaine qui d'une certaine manière produit une inversion du procès de civilisation, hein, du cru au cuit. Comment tout cela fait rejouer une vieille histoire? Pourquoi? Eh bien parce que ce qui se rejoue au XVIe siècle, c'est la première accusation que les païens firent aux chrétiens, et ce, dès le milieu du IIe siècle. Ils disent que nous partageons la chair humaine, lit-on dans Justin Martyr. Et on suit cette accusation, ils disent, qui ça, les païens, que nous partageons la chair humaine. On suit cette accusation anthropophage chez Athénagore, Théophile d'Antioche, et jusqu'à Pline le Jeune, qui est le premier à faire rejouer cette terrible métaphore du festin de Thyeste. Et d'une certaine manière, on est déjà dans Sénèque, parce que si on croit ce que dit Florence Dupont, c'est-à-dire cette position un peu radicale, mais qui me semble très puissante, que c'est pas vrai que le théâtre du XVIe siècle néo-latin prend modèle sur Sénèque. C'est qu'il l'invente, c'est qu'il en fait d'une certaine manière son ombre projetée. Parce que c'est quoi Sénèque sur le plan codicologique, je veux dire, du point de vue de la matérialité des manuscrits? C'est un auteur que, depuis les Carolingiens, on recopie un peu par hasard, qui est essentiellement un auteur de traités philosophiques, donc de dialogues. Et dans ces dialogues, à partir du XVIe siècle, on va identifier du théâtre, mais qui n'existait pas avant qu'on l'identifie comme tel. Ce sont des dialogues. Et ce sont des dialogues qu'on identifie comme théâtre parce que, précisément, c'est le théâtre qu'on est en train de jouer. Et ce théâtre, c'est un théâtre de cruauté. Parce que, évidemment, qu'à ce moment-là, on parlait du cœur mangé. C'est à ce moment-là que le cœur mangé, qui est effectivement un motif de la littérature courtoise, sort des livres pour effectivement se devenir le hideux spectacle que Denis Crouzet, dans Les Guerriers de Dieu, a décrit. Parce que, à partir effectivement de ce qu'on appelle les conflits de religion, il y a des scènes d'anthropophagie rituelle où on va aller effectivement manger le cœur, effectivement manger le foie. Pourquoi le cœur et le foie? Parce que ce sont le foie et le théâtre, le siège des passions humaines, et le cœur, c'est celui qui effectivement est dévié par l'hérésie. Dans le cas comme dans l'autre, ces organes, l'organe de l'ennemi, est vicié, il est pourri. Donc, le manger, c'est s'imposer un sacrifice. C'est dégoûtant. Et donc, c'est faire ce que le Christ a fait en sauvant l'humanité de ses péchés. Donc, ce qui se défait au XVIe siècle, et j'y reviendrai à la fin, c'est effectivement ce que je propose d'appeler la société eucharistique dans une histoire des pouvoirs qui va d'une réforme l'autre, donc de la réforme grégorienne, disons, qui commence à produire ses effets politiques au XIIe siècle jusqu'à la réforme et contre-réforme du XVIe siècle. Pourquoi je propose de l'appeler société eucharistique, ce moment de l'histoire des pouvoirs? C'est pas simplement parce que le mystère eucharistique configure la révolution narrative du christianisme. En tant que le christianisme est cette révolution narrative qui, d'une certaine manière, dit ses dogmes par des récits, mais qui, de ce fait, capture la narration par l'ordre dogmatique. Bon. Alors ça, on va dire, c'est pas très loin, effectivement, de ce que raconte Viciane, ce que démontre Viciane sur l'ordre mythologique, mais ça en diffère, en ceci qu'à partir, effectivement, de la réforme grégorienne, il ne s'agit pas simplement de dire que ce sont des histoires qui configurent l'ordre social, mais il s'agit, et ce qui est une totale nouveauté, de dire que là s'invente, se réinvente une histoire de la vérité. Et que cette vérité est d'autant plus effrayante qu'elle est contraire au sens. C'est ce qu'une philosophe qui s'appelle Catherine Koenig-Pralon appelle l'orthodoxie de l'invraisemblable. On fonde son pouvoir sur le fait qu'on va réussir à faire croire à quelque chose qui est le plus difficile à croire et qui va contre le sens commun. Parce que qu'est-ce que c'était que l'Eucharistie au début, si j'ose dire, au début des communautés chrétiennes?
c'était un acte de mémoire. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire, c'est un repas de commémoration. Eh bien, on se souvient du sacrifice du Christ. On boit, on mange, ensemble. Les clercs vivent comme les laïcs. Ils se marient comme eux. Le pain, c'est du pain ordinaire, c'est pas du pain azime. Tout ça est très horizontal et très communautaire, et la manière la plus simple de le montrer, c'est qu'au fond, c'est un symbole. On a une philosophie pour ça qui est la philosophie augustinienne du signe. Pourquoi? Pour qui un signe renvoie non seulement à l'intelligibilité des choses, mais à la puissance affective que ces choses produisent chez nous, et dont, effectivement, d'une certaine manière, on ne pourrait pas les connaître si on n'était pas affecté par cette émotion. Mais tout cela, et c'est très facile à dire, on dit, alors bon, tiens, quoi, qu'est-ce qui se passe? La communion, non, vous inquiétez pas. Dit-on jusqu'au XIe siècle, c'est un symbole. Le pain, bien sûr que c'est du pain. Mais on fera cela en mémoire de lui. Pourquoi je dis que ça devient une métaphore, la société eucharistique? C'est pas seulement une fiction, c'est pas seulement une figure, c'est une métaphore, au sens que Hans Blumenberg donne à la notion de métaphore. C'est-à-dire, le monde n'est pas lisible, le monde est d'une certaine manière faillible, il n'est pas fiable, mais d'une certaine manière, la métaphore permet de le lire, de le comprendre, un peu en avance. Et avec l'Eucharistie, on va comprendre quelque chose. Mais pour cela, il faut faire tourner, il faut faire vriller le sens commun. Et ça se passe entre le XIe et le XIIe siècle. Je vous passe les détails. Mais par exemple, à partir du moment où un théologien, Béranger de Tours, qui défend au XIe siècle la notion de conversio intelligibilis, qui demeure dans la stricte tradition augustinienne. On lui demande que change le mystère eucharistique. Il répond pas la nature du pain. Sur le plan sensible, le pain reste du pain. Donc vous le voyez comme pain, mais vous allez penser, vous allez croire que ce n'est pas du pain. Et cela, c'est ce qu'on appelle un symbole. On ne le voit pas comme tel, mais la consécration en fait un signe de Dieu. Il est parfaitement orthodoxe. Or, c'est lui qui va être tapé comme hérétique en 1059 par une orthodoxie qui est en train de vriller. Et où on va lui opposer ce qui est une totale nouveauté du point de vue doctrinal que, évidemment, rien dans les Écritures ne justifie. C'est une pure invention. Rien ne le justifie. On lui oppose ce qu'on appelle le réalisme eucharistique, affirmant que, je cite, « Le pain et le vin sont le vrai corps et le vrai sang du Christ. Ils sont physiquement pris et vraiment mangés par les fidèles. » C'est difficile à croire. Et il faut comprendre pourquoi. À chaque moment de son histoire, ce qu'on appelle les carrefours, les bifurcations hérétiques. L'Église choisit toujours, systématiquement, ça a été vrai dans les querelles christologiques, c'est vrai dans la querelle eucharistique, la solution la plus difficile à croire, la moins conforme à l'expérience des sens, la plus âpre, justement pourquoi? Pour défendre cette orthodoxie de l'invraisemblable. L'orthodoxie de l'invraisemblable, c'est faire poser un pouvoir sur une... Et c'est ça, là. C'est pour ça qu'on ne comprend pas grand-chose à la société médiévale, parce qu'on la croit noyée d'une foi obtuse et nue, pour parler comme Michelet. Comme si tout le monde croyait en ça. Mais c'est difficile. Peu de gens y croient. Et il faut lutter. Et cette lutte, c'est justement l'histoire des conduites et des contre-conduites qui, à partir de ce moment-là, se définissent sur cette puissance. Alors, on peut dire, effectivement, voilà, pourquoi la société eucharistique? Parce que ça permet effectivement de couper entre des clercs qui, eux, accomplissent ce mystère, et des laïcs qui en sont, d'une certaine manière, les témoins
intimidé. Donc du coup, ça s'éloigne, ça s'élève. Le lieu, la machine symbolique qui produit cet éloignement et cette élévation, ça s'appelle une église. C'est-à-dire que toute l'architecture des cathédrales eh bien, est fondée sur cette monumentalisation de l'élévation et qui fait qu'il y a un mystère terrible qui se produit sous les yeux des fidèles, mais ils n'y participent pas, ils n'y participent plus, et ils n'y participeront d'autant moins que dans la plupart des cas, ils y croient à moitié, à demi. Et là intervient l'histoire des pouvoirs. Je pense que mon temps est déjà dépassé, donc je ne le décris pas, mais si vous avez dans l'œil le Léviathan, par exemple, c'est-à-dire cet état dont on ne sait pas très bien s'il englobe ou s'il dévore, si ce qui se met en jeu, c'est le pouvoir de communion ou de dévoration, eh bien, on peut voir que d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, tous les pouvoirs laïques, puisqu'il ne faut pas confondre les rêves grégoriens avec les réalités politiques, c'est-à-dire que cette exigence théocratique, elle a une efficace du fait de son échec. C'est-à-dire que c'est une puissance terrible, mais qui va se disséminer. Et donc, tous les pouvoirs vont se débrouiller avec cette hésitation, dans laquelle il me semble que nous sommes encore, entre pouvoir cannibale et pouvoir eucharistique, entre, effectivement, dévoration et communion. Et à partir de ce moment-là, et j'en termine par là, on comprend pourquoi, effectivement, décrire cette société dans cette indistincte gémelléité asymétrique entre l'un et l'autre, c'est comprendre aussi, je reviens au XVIe siècle, pourquoi, au fond, elle n'a vraiment été fondée que, non pas sur une robustesse du croire, mais sur ce que Michel de Certeau appelait la faiblesse de croire. C'est-à-dire pourquoi, au fond, la croix du Christ lui était à la fois sa charpente et son épine, ce qui la soutenait et ce qui la faillait, ce qui la lacérait, ce qui la déchirait. Mais une couronne d'épines, c'est quand même une couronne. C'est-à-dire que malgré tout, ça couronne et ça permet de régner. Pour boucler, pour revenir au XVIe siècle, qui invente Sénèque, qui découvre les cannibales, qui s'effraie avec les Montaigne sur le fait que nous sommes les sauvages du monde. Je voudrais terminer par une histoire plus modeste, plus discrète, celle, si l'on peut dire, celle de Domenico Scandella, dit Menocchio, le meunier du Frioul, que l'inquisiteur général apostolique interroge par 2 fois sur sa cosmogonie si singulière, dans ces années précisément 1580, et qui soutient crânement devant les juges qu'il croit que Dieu n'a pas créé l'univers, mais fut créé par lui, qu'il croit que tout est Dieu et que, au fond, nous vivons comme les vers qui sont produits par le fromage, que tout ce qui se voit est Dieu et que nous sommes des dieux. Le ciel, la terre, la mer, l'air, les abîmes et l'enfer, tout est Dieu. Je le cite, ou plutôt je cite le livre de Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers, ce grand livre qui, effectivement, au fond, rend raison de cette puissance de croire et de ne pas croire. Alors, ces juges disent, on imagine que vous ne croyez pas à l'Eucharistie avec tout ça. Et il répond, ben si, j'y crois, c'est le seul sacrement auquel je crois. Mais j'y crois à ma manière. Évidemment, je suis meunier, donc je sais que c'est de la pâte. Les juges s'indignent. Je ne vois là rien d'autre qu'un morceau de pâte. Comment se fait-il que cela puisse être notre Seigneur Dieu ? Mais alors, dans ce cas-là, si vous ne croyez pas que c'est le corps du Christ, vous croyez en quoi ? Et il répond, le sacrement me plaît. On s'est confessé, on va communier, et on reçoit le Saint-Esprit, et on a l'esprit joyeux. Quant au sacrement de l'Eucharistie, c'est une chose bonne pour gouverner les hommes. Inventée par les hommes grâce au Saint-Esprit, la messe est une invention, comme l'adoration de l'hostie, afin que les hommes ne soient pas comme des bêtes. Alors, afin que les hommes ne soient pas comme des bêtes, la vision toute personnelle qu'a Menocchio de l'Eucharistie n'est pas seulement
instrumentale, une chose bonne pour gouverner les hommes, comment mieux dire ce que je tentais maladroitement d'exprimer, elle n'est pas seulement instrumentale parce qu'elle met en jeu effectivement une anthropologie de l'homme qui est nôtre, me semble-t-il, et qui fonde, je le répète, sa puissance politique sur la faiblesse de croire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Patrick Boucheron pour cette présentation magistrale sur ce moment historique très singulier d'un réinvestissement théologico-politique du fantasme anthropologique de la dévoration. Je vais inviter Thomas Joly et Mondher Kilani à vous rejoindre sur l'estrade pour ouvrir la discussion aux questions du public. Aux croisements multiples qui se font entre ces trois perspectives sur le tabou fondamental du cannibalisme et ses différentes formes mythiques, ethnographiques et, encore une fois, théologico-politiques. François. Merci aux trois. Je voudrais d'abord revenir sur un tout petit point à propos de la mise en scène de Thomas Joly. C'est très efficace, la fin, la gémellité est très fortement soulignée, mais il y a un problème peut-être avec ce que précisément vous venez de dire. C'est-à-dire, je comprends très bien pourquoi cette fin, mais en même temps cette fin interdit cet élément de déséquilibre qui est nécessaire à la poursuite de l'histoire. Si vraiment la fin est bloquée, égiste est impossible. Donc, ça ne peut pas être un système totalement équilibré où les deux frères... Alors, c'est très beau quand même, et on comprend, les deux frères sont réconciliés dans la haine ou dans la colère quelque part, mais ils semblent tête contre tête quand même, et les corps complètement allongés et échangeant leurs paroles, fonctionner en symbiose. Mais cette symbiose, elle est forcément provisoire. Elle est surtout spectaculaire, parce que dans le mythe, les mythes qui n'existent pas, les mythes qui sont ce qu'en font d'ailleurs beaucoup les auteurs dramatiques, dans le mythe, effectivement, il y a une suite. Enfin, il y a un prolongement à cet épisode, qui est la vengeance de Thyeste. Mais Atrée et Thyeste, et c'est ça qui est beau dans ce théâtre de Sénèque, dans ce théâtre romain, n'existe que le temps de la représentation, exactement comme la furie arrive dans le jour. Hier, c'était moyen parce qu'on a commencé en retard, il y avait des trucs de billetterie, le foot et tout, bref. Mais normalement le spectacle démarre avec le soleil, enfin la chute du soleil, la nuit qui tombe. Et la furie arrive et convoque le théâtre, elle dit je veux assister au spectacle, je veux qu'on découpe des chairs humaines, je veux, bref, elle allume la tragédie, elle convoque les personnages, et donc ces personnages n'existent que le temps de la représentation. Et effectivement, après, le mythe, si par exemple, ce serait un problème si par exemple je voulais faire, comme j'ai eu l'idée à un moment donné, toute la saga. Moi j'avais envie, évidemment au début un petit peu, de faire Tantale et d'aller jusqu'à la fin de l'Orestie. Et on avait comme ça un truc qu'a fait d'ailleurs l'Atella l'année dernière ici même à Avignon. La chance. Mais il y aurait un problème parce que dans le théâtre de Sénèque, les personnages sont des entités qui n'existent que le temps du rituel de la représentation. Et après, il n'y a pas de narration aussi. Je pourrais écouter cette anecdote si vous voulez, parce que Florence Dupont m'a un petit peu taclé. Oui. En fait, je me suis dit, mais peu de gens connaissent cette histoire de Thyeste et d'Atrée. Alors, je vais faire un prologue avec des acteurs qui vont faire... Je vais demander à un auteur contemporain d'écrire une petite pièce de 10-15 minutes et de la mettre au début du spectacle. Je lui raconte mon idée, hyper fier de moi. Je trouvais que c'était pertinent. Voilà, bon. Et elle me regarde et elle me dit « Mais c'est complètement idiot !» Et je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que vous allez inscrire cette pièce dans un lien narratif
alors que la narration n'a rien à voir à ce moment-là. Enfin, ce n'est pas c'est nous aujourd'hui, c'est Hollywood, le scénario, etc., etc. Mais à l'époque, le théâtre n'est que empathique, c'est tout. C'est un rituel où on vient pour pleurer ensemble, comme je l'ai dit, pour se délecter de la poésie, de la musique, du chant. Mais on s'en fiche de l'histoire, d'ailleurs, tout le monde la connaît. Donc il n'y a pas. Je dis mais aujourd'hui on la connaît pas. Donc comment on fait? Elle me dit vous débrouillez, mais si vous mettez un prologue, eh bien vous dénaturez ce théâtre. Et c'est exactement ça va dans le sens de votre question, c'est-à-dire que là j'ai fait ça pour vraiment clore ce qu'est ce théâtre, c'est-à-dire un théâtre qui n'existe qu'à partir du moment où il démarre et qui finit au moment où c'est le dernier mot, et puis qui n'inscrit pas dans une logique narrative. Le problème du passage du symbole à l'Eucharistie en chair et en os, si je puis dire, et en vin et en sang, c'est que ça pouvait être un problème métaphysique d'objectivation, c'est-à-dire que ça rejoint quand même ce que vous dites, parce que on est beaucoup plus engagé envers des réalités qu'on mange et qu'on boit. Et si on croit qu'on mange le corps du Christ, là, on est vraiment engagé. Si on croit qu'on fait un repas entre copains, on est beaucoup moins engagé. Donc, il s'agit de savoir quel est le type d'engagement. Est-ce qu'il est individuel et transcendant, ou est-ce qu'il est simplement des relations sociales sympathiques? Et c'est un peu la même chose pour... pourquoi est-ce que Atrée veut à toute force faire manger justement, parce que... d'ailleurs, vous l'avez bien montré, hein, les générations restent dans le ventre de Thyeste, qui, lui, est engagé à cette affaire. Et à la fois, c'est horrible parce qu'il a mangé ses enfants et il est leur sépulture. Et en même temps, pour la suite, il sera engagé dans toute cette lignée. Il ne pourra pas s'en désolidariser. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que l'engagement est irréversible. C'est-à-dire, ce n'est pas un cycle. On ne peut pas avoir une indulgence mutuelle. C'est pour ça que rajouter l'indulgence mutuelle, le mutuel, ça ne marche pas parce que le mutuel, c'est la réciprocité. Or là, on est dans l'irréversible. Et je crois que la théologie catholique, elle exige l'irréversible, tandis que le symbole ne l'est pas forcément. Oui, tout à fait. Oui, des réponses d'un de vous trois. Oui, effectivement, on peut faire ce parallèle. L'Eucharistie permet cette réciprocité dans la mesure, à travers l'Eucharistie, on s'identifie ou on adhère à une communauté, comme dans le cannibalisme rituel. Alors que dans le cas de figure, dans la relation entre Atrée et Thyeste, on est vraiment dans la destruction systématique et même dans le meurtre généalogique, dans la mesure en fait, où Thyeste en fait, n'a plus de descendance. Donc, et c'est cette idée d'irréversibilité de la relation. Et au fond, on trouve un peu la théologie politique d'un Carl Schmitt, par exemple, l'opposition ami-ennemi, où une fois que l'ami est transformé en ennemi, on ne peut plus redevenir ami. Patrick, tu veux... Non, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Moi, j'ai parlé 15 minutes ou à peine davantage, oblige à caricaturer. C'est quand même... Je disais juste que on avait fonctionné pendant 1000 ans, ce qui est quand même pas rien, sans. Et pas si mal, en fait. Je veux dire, sans réalisme eucharistique. Et ça produisait aussi de l'obéissance, ça produisait... mais ça ne produisait pas un pouvoir qui est fondé, et ça c'est fondamentalement différent du monde gréco-romain, sur, je le répète, une théologie de la vérité. Voilà. Ça c'est quand même... au fond, notre, si j'ose dire, notre héritage, notre nouveauté avec lequel, je pense, Vinciane ne dirait pas le contraire, le fil est rompu avec l'Antiquité. C'est-à-dire que, voilà, les dieux font des choses, mais ils ne disent pas le vrai. De ce point de vue-là, j'ai voulu terminer par Ménochio parce qu'il est grec. Il est grec. Il négocie pour faire des choses. Et donc, mais bien sûr que ça produit quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est pour cela que je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt et d'admiration, parce que voilà, c'est vrai que c'est comment faire, alors que nous sommes passés par une histoire de l'incarnation,
pour faire comprendre que, effectivement, ce ne sont pas des personnages qui s'agitent sur la scène, mais comme vous le disiez si bien, des organismes. Parce que, évidemment, si on croit en l'incarnation, et incarner un personnage, c'est aussi évidemment un vocabulaire de théâtre, ça veut dire que quelque chose en nous vit. Donc, au fond, je dirais que, et c'est toute l'histoire pour le christianisme de la possession du mysticisme. Donc, d'une certaine manière, être enceint de ses enfants, c'est beaucoup plus monstrueux pour les Romains que pour les chrétiens. Les chrétiens, bien sûr, une fois qu'on sait ce que c'est que l'incarnation, c'est quelque chose, c'est possible. D'où, effectivement, le rebond et le miroir du XVIe siècle de Théodore de Brie et des cannibales de Montaigne. Vous avez parlé de deux états, donc un état d'interprétation symbolique réaliste de l'Eucharistie. Vous avez donné une explication globale fondamentalement liée au pouvoir. Est-ce qu'il y avait à l'époque des arguments théologiques qui permettaient d'expliquer cette transition qui a eu un impact culturel et politique, comme vous l'avez montré, fondamental? Ou est-ce que les questions théologiques étaient des questions totalement argumentatives ou subsidiaires qui n'avaient rien à voir avec la transformation d'un état de culture à un autre? Non, je ne dirais pas du tout que la théologie est le discours d'escorte du pouvoir et qu'on bricole théologiquement ce dont on a besoin. Pas du tout, puisque effectivement, ensuite, après, il faut passer à une doctrine de la transsubstantiation. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a un coût philosophique énorme. Voilà. Parce qu'à partir de quelque chose qui marche si bien, c'est-à-dire le signe augustinien, il faut inventer effectivement un passage de substance. Enfin, l'inventer, je veux dire le penser, ce qui se fait. Et encore une fois, nous sommes faits de ça, faits de cette. Mais c'est comme si on reprenait tout à zéro. Et c'est pour cela d'ailleurs que, de même que c'est cette question, effectivement, ce que donne à voir le théâtre aujourd'hui par rapport à ce que c'est que Sénèque. C'est effectivement l'actualité, la puissance d'actualisation, mais c'est aussi l'incroyable étrangeté. C'est-à-dire qu'on va aussi au théâtre pour se couper, pour mesurer la distance. Et pour ce qui pour répondre à votre question, il faut vraiment avoir une vision catholique apologétique chevillée au corps, pour continuer à croire que c'est le même christianisme, que c'est la même religion de part et d'autre du XIIe siècle. Ça n'a plus à peu près rien à voir après cette rupture. Et de même, effectivement, avec le monde gréco-romain. C'est cette question du fil rompu qui est, au fond, je trouve, la plus passionnante et qui est éprouvée par le théâtre. Thomas, tu voulais réagir? Oui, moi quand j'ai découvert ce théâtre et en travaillant dessus avec Florence Dupont, je me suis dit avec mes mots que c'était un théâtre extraterrestre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une autre conception du monde, une autre conception de l'identité. Par exemple, les Romains n'avaient un nom leur nomène qu'à 14 ans, par exemple, alors que nous aujourd'hui on est tous avec nos téléphones à se prendre en photo, etc. Le rapport de religion qui est un système établi et non pas une croyance, ça m'a aussi vachement intéressé. Bon, donc on était vraiment dans un théâtre, je dis extraterrestre aussi parce que ce que dit Florence Dupont, c'est que c'est un théâtre, ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, c'est la science-fiction, c'est-à-dire des hommes soumis à des forces plus grandes qu'eux et dans des histoires de disproportion aussi entre les forces de l'univers, des enfers et leur petitesse humaine. Et concernant l'actualisation aussi du théâtre de Sénèque, il y avait un choix qui se posait à moi, qui se pose à tout metteur en scène. Qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui? On nous dit beaucoup ça. Mais alors, ça raconte quoi Sénèque aujourd'hui? Et en fait, ça raconte beaucoup et tellement de choses que je n'avais pas, moi, envie de sortir du domaine mythologique, donc onirique, théâtralement parlant, en termes de costumes, de scénographie. Je ne voulais pas ni réactualiser, ni recontextualiser, ni reconstituer. Je suis bien incapable de savoir comment on jouait ce théâtre-là, avec des masques, avec des acteurs qui allaient de rôle en rôle, parce qu'aujourd'hui, l'incarnation des acteurs, on est très très loin de ça. Puis bien, fort heureusement, je n'ai pas en moi, j'ai une part monstrueuse comme tout le monde, mais je n'ai aucune envie d'infanticide ou de faire manger
mon frère que je n'ai pas d'ailleurs, des enfants qu'il n'a pas non plus puisqu'ils n'existent pas. Voilà, bon. Donc moi-même n'ayant pas d'enfants, ni de femmes, n'ayant pas une couronne sur la tête, etc. Enfin voilà, donc c'est quand même des choses... De toute façon, pour nous les acteurs, les personnages sont quand même des choses qui sont très toujours éloignées de nous, et ça me surprend toujours quand un acteur me dit non mais moi je comprends Médée. Je suis pas sûr que tu comprennes Médée, puisque tu n'as pas volé la toison d'or en jetant les bouts de ton frère pour que ton père ne te rattrape pas. Enfin, c'est pas possible. Donc tu ne sais pas ce qu'a fait Médée pour Jason, tu ne sais pas ce que c'est que d'être une étrangère au milieu d'un pays qui te rejette, tu ne sais pas ce que... Bref. Tu sais pas, bon bref, voilà. Donc souvent, je dis aux acteurs, détachez-vous parce que vous êtes tout petit, vous êtes rien par rapport aux énormités et aux monstres, pas seulement le côté monstrueux, mais aux monstres, aux exubérations humaines que nous devons jouer. Et donc, j'ai gardé volontairement ce théâtre onirique, science-fiction, pour que justement les gens puissent être libres d'y projeter ce qu'ils voulaient. Parce que ça, c'est une autre chose qui m'importe, c'est que je ne crois pas que les metteurs en scène... Allez, je vais le dire ici, je ne crois pas que les metteurs en scène soient les bergers d'un troupeau de moutons qui ne savent pas quoi penser. Non, je pense que chacun est bien intelligent, peut retrouver sa capacité de discernement. Ça, par contre, redonner la capacité de discernement à chacun par le travail de l'acteur, ça oui. Ce qui m'a intéressé sur le petit extrait qu'on a vu dans l'été dernier, c'est qu'il y a exactement la même chose dans Tieste. Il y a un récit qui fait 25 pages, donc du meurtre des enfants, de la conduite des enfants dans la forêt, du meurtre des enfants, de leur cuisson, de leur dissection, etc. Tous les soirs, il y a des gens qui font des malaises alors qu'on ne voit rien. Et ce récit qui est raconté là, le cinéma, d'ailleurs, c'est une vraie question, c'est-à-dire à partir du moment où on impose une image, là voilà, le réalisateur nous impose une image, on l'a, voilà, c'est celle-ci. À partir du moment où on n'impose rien, alors on laisse agir ce que les Grecs appelaient la fantasia, c'est-à-dire la capacité de se projeter des images de quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne voit pas, rien que par la force des mots. Donc ça c'est du boulot de metteur en scène, ça c'est du boulot d'acteur. Mais c'est pas à moi d'imposer à cette œuvre un point de vue, bien que ça me fasse penser à Bachar el-Assad, bien que ça me fasse réfléchir sur l'abstention, quand par exemple le chœur dit moi j'irai vivre ma vie loin des électeurs, bon ben voilà, bien qu'on m'ait parlé de l'industrie pharmaceutique qui tuait les enfants, bien qu'on m'ait parlé de la Shoah, de Jacqueline Sauvage, bon voilà, bien sûr, mais de plein de choses, mais c'est vraiment, et je veux défendre ça, je veux rendre au spectateur sa capacité de discernement, et c'est pas à moi d'actualiser les choses, voilà. Alors, inutile de dire que ça me déchire le cœur, évidemment, métaphoriquement, de devoir couper court à ce magnifique dialogue. Je vous invite à remercier de nouveau nos 3 intervenants. Malheureusement, on est vraiment pressé par le temps.